Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Certains le comparent à Brel ou Gainsbourg. Le rappeur belge Damso est en tout cas l'un des artistes les plus populaires du moment. 5 ans de carrière, 4 albums et une victoire de la musique décrochée en 2019. Enfant, il a connu la guerre à Kinshasa, puis la rue à Bruxelles, avant d'atteindre des sommets et de signer un record d'écoute en septembre quand son nouvel album est sorti. Dans Code Source, aujourd'hui, Marie Poussel nous raconte son histoire. Marie Poussel, vous couvrez le rap et les séries pour Le Parisien. Le jeudi 17 septembre, vous allez retrouver Damso à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, où il est né il y a 28 ans. Kinshasa et le Congo a toujours été présent en filigrane dans ses albums. Et là, il décide en fait de présenter son nouvel album en direct de sa ville natale, d'être là-bas pour un symbole. Et je vais le rejoindre. Décrivez-nous les déplacements avec lui dans Kinshasa. Alors quand on se déplace, on a une quinzaine de gros 4x4 de SUV. On est encadré par à la fois une sécurité privée, l'armée et la police. Et donc on se met en warning, ça se passe comme ça au Congo. C'est aussi le cas pour les chefs d'État, parce que c'est une ville tentaculaire où il y a énormément d'embouteillages. Et donc nous, on passe comme ça tout le monde. Donc c'est les honneurs d'un chef d'État et la sécurité d'un chef d'État. Et le samedi 19, vous assistez au tournage d'un clip de Damso. Le jour de ce tournage, l'ambiance est électrique parce que nous sommes dans un quartier extrêmement populaire, dans un hangar qui est censé réparer des trains. Et notre arrivée avec une autre star locale, un chanteur qui s'appelle Inosbi, qui est extrêmement connu là-bas, crée tout de suite une émeute parce qu'on comprend que c'est ces deux artistes-là qui viennent tourner un clip. Il y a des milliers, mais vraiment des milliers de personnes à l'extérieur qui essaient de rentrer dans le hangar pour les approcher. Et là, quand on sort, on se retrouve dans une espèce de chaos au milieu d'une foule. On est obligé de rouler à 2 km/h parce qu'on n'arrive plus à avancer. Damso est dans un 4x4 devant, c'est le chaos, les gens essaient de l'approcher, etc. Et là, il sort de la voiture et il va embrasser la foule, toucher la foule, faire des grands coucous. C'est une scène complètement surréaliste. Nous, on est derrière, on a très peur. On vit pas du tout de la même façon que lui. Et quand on arrive à l'hôtel et qu'on est enfin sain et sauf, Damso, lui, est comblé et me regarde et me dit « T'as eu peur ?» Je dis « Oui, j'ai eu très très peur. » Et il me dit « Mais pourtant, c'est que de l'amour. » Le lendemain, vous allez interviewer Damso, seul dans sa chambre, la suite d'un grand hôtel de Kinshasa, l'hôtel Fleuve Congo, au 19e étage. Déjà, il est comment, Damso, en interview ? Alors en interview, au début, il peut être un peu difficile, c'est-à-dire que il est très pointilleux, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup et il a beaucoup souffert des raccourcis qu'on a pu faire sur ses musiques, sur ses paroles, sur ce qu'il veut raconter. Donc il est méfiant et donc il faut un peu montrer qu'on le connaît et qu'on a compris ce qu'il voulait raconter et à ce moment-là, on peut ouvrir tous les dossiers qu'on veut et il aime le débat. Vous allez nous raconter ce moment avec Damso, mais d'abord Marie Poussel, vous allez retracer son histoire. Le petit William Kaloubi Mwamba grandit donc à Kinshasa, dans un milieu favorisé. Un milieu extrêmement favorisé, son papa est un cardiologue très réputé et sa maman est sociologue. Il est comment, petit ? Alors il est assez discret, c'est le petit frère d'une fratrie de 5. Donc ils sont très proches dans la famille. Il a des grands frères qui lui expliquent ce que c'est que le rap. Il dit que même dans le ventre de sa maman, il écoute déjà du rap américain. Ses grands frères sont des fans de Dr. Dre, de Notorious Big, de Snoop Dogg, de Eminem. Et donc lui, il grandit avec cette musique toute la journée à la maison. Mais c'est quelqu'un de très posé et qui joue un peu dehors, mais il faut quand même faire attention à Kinshasa. Et quand il est enfant, son surnom, c'est Damso ? Ça a toujours été Damso, il sait même pas d'où ça vient. Et d'ailleurs, les gens l'appellent autant Damso que William, même dans sa famille. Il a 6 ans quand se déclare en 1998 la deuxième guerre du Congo, impliquant une dizaine de pays de la région. Une nuit, sa famille doit fuir la maison. Ils partent dans un 4x4 qu'a loué leur père. Ils sont 8 dans la voiture, les enfants, les parents, avec une valise. Il entend des balles. Il sait qu'on viole des femmes dans les villas à côté et il fuit dans la plus grande des urgences son quartier jusqu'à se retrouver dans un appartement dans le quartier d'affaires de Kinshasa.
Plus tard, il sera témoin d'exactions. Un jour, il lui arrive le pire sous les yeux, c'est-à-dire qu'il va voir son papa qui travaille à l'hôpital. Lui, il est tout petit, il a 8 ans. Et il voit des chars écraser des voitures avec des gens à l'intérieur. Donc c'est un premier choc, évidemment. Et là, en fait, il voit un homme se faire exécuter sous ses yeux. C'est un tournant dans sa vie. Il explique qu'il a très peu ressenti de sentiments depuis ce jour-là, qu'il a une espèce d'armure psychologique sur tout ce qui se passe autour de lui. Quand il a 9 ans, la famille part vivre en Belgique. Là, il travaille bien à l'école, il va faire des études de marketing, mais qui ne lui plaisent pas vraiment. Ce qu'il aime, réellement, c'est faire du rap. Il s'est monté un petit studio, qu'il a encore d'ailleurs, avec 3 bouts de carton, un petit micro et un ordinateur. Et il fait du rap pour la beauté de l'art. Mais il continue ses études parce que pour lui, le rap, de toute façon, c'est une passion. C'est là où il s'évade, là où il s'exprime. Mais c'est pas du tout un plan de carrière. Et un jour, il va avoir une discussion importante avec sa mère. Au milieu des gens qui font des études à la fac, il se sent un peu perdu. Sa mère va engager une conversation car elle voit bien que les résultats sont pas là et que lui, il s'ennuie. Et à ce moment-là, il se donne un challenge et il dit « Je vais réussir dans le rap, je vais vous prouver que je vais être le meilleur, je vais sortir des albums, ils vont fonctionner, je vais faire des tournées et je vais savoir répondre à des interviews de journalistes. » Il monte un plan stratégique sur les 10 prochaines années. À ce moment-là, il a une petite vingtaine d'années et il coupe les ponts avec sa famille. Il coupe les ponts pour leur prouver qu'il peut réussir dans le rap et que le rap, ce n'est pas que un art de passionné, mais que lui, il est fort là-dedans et qu'il va réussir à s'imposer. Et il part dans les rues de Bruxelles, il se retrouve à la rue, il dort à droite à gauche. Quand ça se passe mal et qu'il ne sait plus où dormir, il dort aussi à la gare centrale de Bruxelles, il côtoie des SDF. Il m'explique lors d'un entretien qu'il boit assez pour ne plus avoir faim. Absorbé par une drogue absurde, je pense qu'à fuir le monde sur les ondes, je me réfugie, je pense qu'au fond j'ai peur d'être sobre. Tant de blessures et raflures à vive allure, je vis, j'évacue, vice et vertus, disais verdure négro, sans quoi c'est la mort. Non mais comment font-ils pour ne pas boire autant que moi Il continue à rapper et surtout il s'inspire de tout ce qu'il vit autour de lui, de tout ce qu'il voit, des relations humaines, de comment sont les gens, du racisme aussi ambiant. Et c'est ce qui va générer toute la chair de ses premières chansons. Il va mettre en ligne sur YouTube un morceau qui s'appelle « Comment faire un tube ». Comment faire un tube? Faut parler de drogue, de sexe, de sky, de maille et de but. Prendre le flow de Migos, Versace, changer 2-3 trucs. Dans lequel il décrit toute la recette pour réussir dans le rap. Et avec ce morceau, il va se faire opérer. Notamment par une certaine Anissa Jalab. Qui est-elle ? Anissa Jalab, elle travaille dans le milieu du rap belge. À cette époque-là, le rap belge est en train d'émerger. Et Anissa va le repérer. Elle va envoyer plusieurs morceaux à une maison de disques en France, chez Universal, et elle va leur dire « Attention, regardez, à Bruxelles, en ce moment, il se passe ça. » Et là, il se donne 6 mois pour réussir. Il s'est donné 6 mois par rapport à sa famille. C'est un challenge qui s'est imposé lui, quand il n'a pas parlé à sa famille. Mais il s'est dit, au bout de 6 mois, si j'arrive pas à avancer dans le rap, je reprendrai la vie de tout le monde. Et là, juste avant la fin des 6 mois, Booba appelle la maison de disques en disant je veux voir ce mec, il est plus fort que les autres et je vais le signer. Avec des six, je serai intouchable comme Omar. Capitole 9 de I, nouveau flow noir. C'est donc l'un des plus grands rappeurs français, Booba, qui l'aide à lancer sa carrière dans son label. Et en juillet 2016, il sort son premier album, Batterie faible. Qui est déjà un événement en soi avant même la sortie, car ça fait partie des albums qui sont extrêmement attendus dans le milieu du rap, pas encore mainstream, parce qu'il y a déjà des morceaux qui sont sortis et des morceaux qui sont exceptionnels, c'est-à-dire qu'à la première écoute, les gens se disent « ce rappeur-là a quelque chose en plus ». Je fais que du sale sur Periscope, je fais que du sale sur Periscope, je fais que du sale sur Periscope, je fais que du sale sur Periscope. Ouais. Moins d'un an plus tard, en 2017, il sort Ipséité, son deuxième album, et c'est un carton. C'est la consécration populaire, là il change de catégorie. Je suis sorti de la dèche, viens rose comme je t'ai de chou. Ça devient des artistes les plus écoutés en France et ils vendent plus de 600 000 albums, ce qui est absolument énorme vu les niveaux d'industrie du disque aujourd'hui. Grosse liasse, la mentalité, plus de sable dans le sablier, plus de place dans le paradis. Le 6 novembre 2017, Damso donne son premier concert en France et c'est à l'Olympia.
Vous êtes dans la fosse, Marie Poussel. Au moment où Damso est arrivé sur scène, la foule est devenue hystérique, comme rarement on a pu voir à l'Olympia. Le sol tremblait parce que tout le monde sautait. Et la foule s'est jetée sur lui comme si elle voyait un messie. Et surtout, il y a eu quelque chose de très impressionnant, c'est que tout le monde connaissait toutes ses paroles par cœur. À l'occasion de la Coupe du Monde 2018, il doit créer l'hymne de l'équipe de football de Belgique, mais ça se passe mal. Il y a une polémique à ce moment-là parce qu'on ressort des paroles de ses précédentes chansons dans lesquelles il parle de son rapport aux femmes. Mais tu sais qu'on lit plus que lui, j'assure. Rappelle-toi quand t'avais des courbatures, je t'avais bien niqué ta race. Lui raconte qu'il est complètement désabusé dans les rapports avec les femmes et décrit par le menu ses relations physiques, et on va sortir ça du contexte pour le qualifier de misogyne. Quand tu te rends compte qu'il y a vraiment une population en fait, qui ne comprend pas ta vision, et c'est là que j'essaie de comprendre. C'est pour ça que j'ai acheté des bouquins d'ailleurs là-dessus, sur le féminisme. Officiellement, d'un commun accord, il décide d'arrêter de représenter les Diables Rouges. Et les Diables Rouges n'auront pas d'hymne pour cette Coupe du Monde. Il faut dire que dans ses paroles, il est parfois cru et il parle de tout. À la même période sort son 3e album, Lithopédion, où il s'attaque par exemple dans le titre Julien au sujet de la pédophilie. Boulot ordinaire, derrière, ordi, carte mère, pornographie infantile en sauvegarde temporaire. Il adore raconter des histoires et il adore aller là où personne ne va. Donc, dans chacun de ses albums, il y a un morceau où il s'attaque à un sujet tabou. Et dans ce 3e album, il décrit dans Julien quelqu'un qui est pédophile et qu'est-ce qu'il ressent au fond de lui. Et c'est un morceau effectivement qui est très dangereux et qui pourtant est extrêmement bien écrit. Personne se connaît mais tout le monde prétend connaître l'autre. Une erreur de la nature, à qui la faute, c'est le vide. Pourquoi il a voulu faire cette chanson ? Quand on parle avec lui, il explique que peut-être que dans la salle à côté de l'endroit où on fait l'interview, il y a peut-être un pédophile, que personne ne sait qu'il est parmi nous. Et il s'interroge sur savoir ce qui peut se passer dans sa tête et comment on vit avec ça. Le 4 décembre 2018, Damso se produit à Bercy, l'Accor Hotel Arena, en point d'orgue d'une tournée à guichet fermé en France à travers les différents zéniths. Et c'est un triomphe. Marie Poussel, vous le rencontrez à cette occasion. Qu'est-ce qu'il vous dit de ce succès populaire sur scène ? Il est un peu sonné. Il faut savoir que Damso est quelqu'un de très solitaire qui passe ses nuits dans son studio à Bruxelles, entouré de très peu de personnes. Et là, d'un coup, il touche du doigt sa popularité, notamment parce qu'il se rend compte qu'il y a des milliers de personnes en France qui connaissent par cœur toutes ses chansons, même les plus techniques, avec un phrasé et un débit très compliqué à reproduire, et il se rend compte que ses fans y arrivent. Ils ont écouté peut-être des centaines de fois son album. Après ça, il coupe les ponts. Il se fait très discret. Il coupe les ponts et notamment, il arrête tous ses réseaux sociaux, il enlève toutes les photos qu'il avait mis et il arrête de suivre tout le monde et il disparaît de la circulation. Le contrat qui le liait à Booba pour 3 albums arrive à son terme. Damso décide de prendre son indépendance. Pour quelle raison ? Parce qu'ils ne sont pas d'accord sur notamment des stratégies. Damso ne fonctionne comme aucun autre artiste. Il fait très peu de clips, par exemple. Il n'a pas envie de se laisser dicter des formats, par exemple, de morceaux. Il y a des morceaux qui font 1 minute 30, il y en a qui en font 6. Il a envie d'être complètement libre artistiquement. Et Booba, qui est un fin marketeur, pense que c'est pas la meilleure stratégie pour vendre des disques. À ce moment-là, ils ont un désaccord sur les stratégies de carrière et ils se séparent. En 2019, Damso décroche une victoire de la musique pour son album Lithopédion. Je dois avouer que j'ai été agréablement surpris, très agréablement surpris. C'est une consécration du milieu. Après une consécration populaire, il monte sur scène et il remercie les victoires de la musique qu'il avait clashées dans un précédent morceau. Je t'aime pas comme les victoires de la musique. Et c'est une belle leçon, parce que du coup, là où j'ai fait preuve de colère, vous avez su faire preuve d'ouverture d'esprit, et ça force le respect, donc bravo à vous. La même année, il connaît un gros coup dur personnel. Alors ça, les fans ne le savent pas, mais sa maman tombe gravement malade
Et ça remet en cause beaucoup de choses dans sa vie, notamment du fait qu'il n'a peut-être pas assez parlé avec elle, ce qui arrive à beaucoup de gens quand un proche devient malade. Et il n'est plus question de musique, il est question de survie, d'aider sa maman, de payer des frais de soins. Et il glisse dans un duo avec un autre artiste, Hamza, avec qui il s'entend très bien. L'album le plus attendu de l'année sortira pas cette année. Sa mère, elle en est où ? Aujourd'hui, sa maman va mieux. C'est pour ça qu'il s'est permis de sortir un nouvel album. Et elle est à Kinshasa et ça va mieux. Maintenant j'ai mon banquier, God bless. C'est bon. Marie Poussel, quand vous préparez votre départ pour Kinshasa, cela fait donc environ 3 ans qu'il n'a pas sorti d'album, qu'il est extrêmement discret sur les réseaux. Et le lundi 14 septembre, il publie un message sur Instagram. Il publiait un message complètement anodin où il est dans sa chambre d'hôtel à l'hôtel Fleuve Congo en disant « Je suis à Kinshasa, il va se passer des choses cette semaine, on est dans une bonne ambiance, restez connectés ». Vous le rejoignez donc le jeudi 17 septembre. L'album Calf, acronyme pour Qui aime like follow, sort sur les plateformes le vendredi 18 septembre. Il ressemble à quoi cet album ? Il ressemble à aucun autre album de Damso. J'attends qu'elle pleure. Il est très musical. Contrairement à ce qu'il a fait avant, il n'y a aucune chanson qui peut prêter à polémique. Et on apprend beaucoup de choses personnelles sur lui, notamment qu'il a eu un enfant. Il parle de la paternité et de comment il aime ce nouveau rôle dans sa vie. Et il parle beaucoup d'amour. Mais ce n'est pas si simple, amour. On se le dit tous les jours, mais ce n'est pas vraiment vrai. Ce n'est pas si simple, amour. On se le dit tous les jours, sans forcément s'aimer. Sentimental. Lui qui a beaucoup parlé de sexe avant, sans amour, ça y est, il avoue, il est amoureux, apaisé, et il n'a jamais été aussi heureux dans sa vie. Il est encore avec la mère de cet enfant ? Il n'est plus avec la maman de son fils qui s'appelle Lior, mais il explique que pendant cette pause, justement, il a appris à embrasser complètement son rôle de père. Marie Poussel, on en revient au tout début de cet épisode, le dimanche à midi, à Kinshasa donc. Vous êtes seul avec lui dans sa suite de l'hôtel Fleuve Congo. Comment se passe cette interview ? La veille au soir, dans la nuit, c'est la première fois qu'il retourne dans le quartier qu'il avait dû quitter. Il est complètement submergé par l'émotion. Évidemment, il ne le montre pas. Il est derrière ses lunettes de soleil. Il a son timbre de voix très impressionnant, très grave, qui est toujours monocorde. Mais il y a un moment suspendu où il arrive à commencer à mettre des mots dessus. À ce moment-là, quelqu'un frappe à la porte. C'est sa manageuse, Anissa Jalab, celle qu'il avait repérée au début de sa carrière. Elle entre dans la pièce. Elle entre dans la pièce et elle casse l'ambiance, évidemment, puisqu'on est dans un moment un peu suspendu tous les deux. Anissa rentre, elle est tremblante, elle a son iPhone à la main et elle lui annonce, la voix chevrotante, « Dems, tu ne vas pas le croire, tu as été l'artiste le plus écouté au monde sur la plateforme Spotify le jour de la sortie. » Il explose de rire, il a du mal à y croire. Il dit « mais c'est pas vrai, c'est pas vrai ». Il répète à plusieurs reprises « merci Dieu, merci Dieu ». J'ai tout niqué, pourquoi t'applaudis? Petit, je n'ai pas eu besoin d'appartenance, j'ai besoin de faire du chiffre. Mes meilleurs amis sont mes appartements, je meurs, ils seront là pour mon fils. Merci à Marie Poussel. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Cet épisode a été produit par Raphaël Pueyo, Thibault Lambert, Marion Botorel et Ambre Rosala. Réalisation Alexandre Ferreira. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à laisser des petites étoiles sur votre application. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun épisode. Et puis vous pouvez aussi nous écrire directement codesource@leparisien.fr.